Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la brève escale de l'émir du Qatar à Kinshasa après sa visite à Kigali. Le médiateur dans les négociations entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais souhaite également booster les investissements dans le pays. Nous irons sur place dans cette édition. Nous irons également en Guinée-Bissau pour le dernier jour de campagne alors que les électeurs sont appelés aux urnes pour les scrutins présidentiels et législatifs. Le président sortant Umaru Sissoco Embalo fait face à 11 candidats, mais sans le parti historique écarté de la course. Explication à suivre. Et notre invitée de ce soir est une des voix emblématiques du continent. Chanteuse, musicienne, danseuse malienne à la carrière internationale qui publie son tout premier livre « Je suis née libre », une autobiographie poignante écrite après une épreuve personnelle douloureuse, un effroyable emballement judiciaire qui va la conduire à plusieurs reprises en prison. Elle y parle aussi de sa vision de l'art, de la liberté et de l'Afrique d'aujourd'hui. Rokia Traoré est notre invitée. On ouvre ce journal par la visite de l'émir du Qatar à Kinshasa après une visite au Rwanda. Le Qatar, médiateur dans les négociations entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais, est venu aussi pour booster les investissements dans le pays. La question sécuritaire de l'Est congolais est aussi au menu. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Le tapis rouge a été déroulé à Kinshasa pour accueillir l'émir du Qatar. La cérémonie a été diffusée en direct à la télévision nationale, preuve de l'importance de cette visite pour la RDC. Alors l'objectif de la venue du cher Tamim Ben Hamad Al Thani, c'est de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Plusieurs mémorandums d'entente ont été signés dans les domaines des transports, de la justice ou encore de la jeunesse. En septembre, une société qatari avait annoncé son intention d'investir 21 milliards de dollars dans le secteur minier et des transports. Alors si cette visite de l'émir du Qatar n'est pas directement liée au processus de paix, la situation sécuritaire dans l'Est congolais a bien été évoquée. Le Qatar est l'un des médiateurs. La semaine dernière, les autorités congolaises et les rebelles de la FCM 23 ont signé un accord cadre à Doha. Alors il ne s'agit pas encore d'un accord de paix, mais cet accord cadre ouvre la voie vers un accord cette fois définitif. Les autorités congolaises et la FCM 23 doivent se mettre d'accord encore sur 6 points, notamment le retour de l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par les rebelles. Au Nigeria, au moins 52 personnes ont été enlevées dans une école catholique de l'État du Niger, dans le nord-ouest du pays. C'est le deuxième kidnapping de masse en quelques jours après l'enlèvement de 25 jeunes filles dans le Kebbi. Malgré une alerte sécuritaire, l'établissement était resté ouvert. Le président Tinubu a annulé ses déplacements internationaux face à cette nouvelle flambée de violence. Dernier jour de campagne en Guinée-Bissau où les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour un double scrutin présidentiel et législatif. Le président sortant Umaru Sissoco Embalo fait face à 11 candidats. La présidentielle se tient pour la première fois sans le PAIGC, le parti historique écarté de la course officiellement pour un dépôt tardif de dossiers. À la campagne comme à la ville, les Bissau-Guinéens peinent à joindre les deux bouts. Sarah Sako, Aminatou Diallo, Alain Yero Embalo sont allés à leur rencontre. Reportage. Aux alentours du village de Blon, au nord de Bissau, ces jeunes pratiquent la riziculture de mangroves. Santos a 18 ans et rêve de devenir footballeur. En attendant, il travaille dans le champ familial. Le riz, c'est notre alimentation de base. Il est très important pour nous. Si tu ne cultives pas, comment vas-tu vivre? Tu es obligé de te débrouiller pour trouver de l'argent et acheter du riz. À quelques centaines de mètres, la maison familiale de Santos. Le riz récolté y est séché, puis décortiqué. La récolte permet de nourrir la quinzaine de personnes, mais n'a pas donné de surplus pour la vente cette année. Armando, le chef de famille, espère des jours meilleurs. À côté de l'agriculture, j'enchaîne les petits boulots. Parfois, je suis manœuvre pour les chantiers, ou chauffeur ou menuisier.
Pour nous, le meilleur candidat, c'est celui qui va aider à améliorer la Guinée-Bissau, surtout dans l'agriculture, puisque la plupart d'entre nous sont des paysans. On a besoin de tracteurs pour accroître nos productions. Le quotidien est encore plus rude en ville. Au grand marché de Bandim, dans la capitale Bissau, Fatoumata Binta tente de négocier en vain. Alors le savon, c'est combien? 8500? Mais je n'ai que 5000. Il me manque 3500. Je n'ai même pas de riz à la maison en ce moment. C'est tellement difficile pour nous parce que tout est tellement cher. Que Dieu nous aide. La difficulté à joindre les deux bouts, le faible pouvoir d'achat, est l'une des préoccupations majeures des Bissau-Guinéens avec qui nous avons parlé. Paradoxalement, c'est une thématique qui est peu apparue dans les discours de campagne des candidats à la présidentielle. C'est 12 candidats qui doivent s'affronter dans les urnes ce dimanche. On passe à notre focus culture de ce vendredi soir avec une figure incontournable de la scène musicale africaine. Rokia Traoré, la chanteuse malienne aux 6 albums, aux multiples influences, vient de publier « Je suis née libre », un récit personnel aux éditions Jean-Claude Lattès, né d'une longue bataille judiciaire avec un engagement sans faille pour l'art et la liberté. Entre autres hommages aux traditions mandingues, combat pour la création, une affirmation de soi. Elle est avec nous ce soir. Merci Rokia Traoré et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Merci de m'accueillir. Alors, vous avez passé plusieurs mois en prison dans 3 pays différents, séparés de vos enfants pour une histoire de garde d'enfants au départ. D'abord, comment allez-vous et comment vont vos enfants? Je vais bien parce que les enfants vont très bien. Ça fait plaisir à entendre parce que quand on lit ce récit d'une épreuve judiciaire douloureuse, effroyable, vous avez été arrêté en arrivant à Paris le 25 novembre 2019, une première fois. Alors vous deviez partir à Moscou pour l'opéra de Bolchoï. Et à partir de là, c'est l'emballement et depuis vous vivez un enfer. Racontez-nous. Alors je suis arrêtée pour enlèvement, séquestration et prise d'otage. Et de plus votre tard, propre fille? Oui, de ma propre fille et surtout que je n'ai pas... Beaucoup de gens comprennent tout de suite que j'ai pris l'enfant, que je vivais en Belgique et je fuis au Mali, comme c'est écrit d'ailleurs sur ce premier mandat d'arrêt européen, émis avant la fin de l'instruction du dossier et avant mon inculpation. Parce que c'est grâce à ce mandat d'arrêt européen qu'on va me demander de me rendre librement en Belgique, parler au juge d'instruction. Donc moi, je crois qu'en discutant, en expliquant qu'il y a une erreur que j'ai toujours vécue au Mali depuis longtemps, ça va s'arrêter. Mais tout commence là. Parce que là, du coup, on achève avec un interrogatoire d'environ 2 heures. Je passe la nuit en garde à vue, que je finis à l'hôpital, choquée. Et puis, on arrive devant le juge d'instruction après le lendemain vers 16 heures. On me dit que je suis inculpée et qu'on me libère pour que je parte au Mali, chercher l'enfant et l'amener en territoire belge. Donc, à partir de là, je ne le fais pas parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette manière de procéder qui est contraire à ce que je savais de la justice. Je me sens en insécurité et un parent qui se sent en insécurité protège son enfant. Comment amener mon enfant dans cette procédure que je ne comprends pas? Donc, j'avais fait appel. La procédure d'appel était en cours. Ouais. Je me dis que je vais attendre cette procédure. Je ne peux pas amener cet enfant. Mais le juge d'instruction m'avait averti qu'au bout d'un mois, qu'il avait tous les pouvoirs, ouais, et qu'au bout d'un mois, il remettait le mandat d'arrêt européen. Et depuis, la machine ne s'est pas arrêtée. La machine, pour vous, avec le recul, soyons clairs ici, dans le Journal de l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous appelez ce qui vous est arrivé à plusieurs reprises de la prison, que ce soit en France, Fleury-Mérogis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie? Pourquoi cette machine judiciaire s'est emballée dans votre cas, Rokia Traoré? En fait, je ne sais pas comment ce dossier a pu exister, sachant que ce qu'on appelle enlèvement, qui est une requalification d'une non-présentation d'enfant, qui est issu d'un dossier, d'une procédure qui a commencé pendant que je vivais au Mali, par rapport à la garde. Voilà. Votre fille habitait avec vous au Mali avec l'accord du père. Que le père se plaigne. Oui. Il y a beaucoup de couples, d'histoires de séparation. Oui. C'est, voilà, depuis que les femmes ont le droit de divorcer, voilà, ces cas-là sont courants. Encore, ouais. Malheureusement,
mais il y a des juridictions, il y a des règles. Oui. Donc, que cette requête ait été introduite au tribunal de Bruxelles au lieu du tribunal de Bamako, ville de résidence habituelle de l'enfant, est la première question. Et c'est en fait, à partir de... Je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas qu'on en arrive là. Je comprends pas que finalement l'intérêt supérieur de l'enfant n'est plus au centre du débat. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est devenu... En fait, là, on me l'a fait comprendre quelquefois que je défie la justice, mais j'ai peur, je suis terrorisée. Ouais. Je suis une maman qui ne comprend pas. Ouais. Et mon refus d'amener cet enfant en attendant au moins que l'appel soit jugé, est pris comme un défi. Donc j'écris à tout le monde, des associations, des ONG de droits de l'enfant, le ministère de la Justice belge, etc., pour leur expliquer, attendez au moins qu'il y ait l'appel, cet enfant va à l'école, elle a un grand frère, sa vie est là. Personne ne m'écoute et je finis en prison et de prison en prison. Et vous faites c'est vraiment horrible cette histoire. De tout ce qui vous est arrivé par la suite. En prison, vous découvrez aussi une part d'humanité, finalement, qui est mise au rebut. Vous rencontrez notamment cette jeune fille, moi, ça m'a beaucoup touché ce moment, cette jeune fille qui a 18 ans, qui a l'âge que votre fils, justement, avait à ce moment-là, et que vous voyez qu'en fait, elle est en détresse aussi, et malgré votre cas, vous arrivez quand même à lui tendre la main à cette petite jeune fille. C'était très compliqué parce que je n'arrivais pas à appeler mon fils puisque j'étais censée être extradée. Je n'avais pas les mêmes droits. C'était compliqué. Je n'avais pas parlé à mes enfants depuis longtemps. Mais je m'inquiétais pour mon fils qui venait d'avoir le bac, qui est atterri à Paris. Je n'étais pas là. J'avais réussi à régler une partie des choses, mais pas tout. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, il y a cette jeune fille qui a le même âge, qui est belle comme tout, mignonne. Et qui me dit, un jour, je lui dis que mon fils a son âge, il me dit, j'aimerais bien le rencontrer, etc. Et qui va mal, qui visiblement se drogue un peu, qui est là pour trafic de drogue. Et c'est perturbant, mais en même temps, c'est une enfant. Ouais. Et je fais comme je peux et j'aime pas être avec elle parce que j'ai pas l'énergie de ça, mais en même temps on est ensemble dans la même cellule. Oui, elle est difficile, vous racontez qu'elle ne range pas. Ah oui, mais terrible, mais adorable, comme une poupée, très belle. Attachante quoi, on dirait attachante aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est une adolescente forcément. Et donc vous ne renoncez pas à votre part d'humanité dans ce livre et c'est pour ça que d'ailleurs c'est marqué, vous êtes né libre. Il y a aussi ce trait, vous commencez à un moment donné, au début d'ailleurs, par nous raconter l'histoire de votre père, de ce qu'il vous a inculqué, de votre tradition, de votre fierté mandingue. J'aimerais qu'on en dise un mot parce qu'il y a un moment donné dans le livre, vous expliquez justement que votre premier mari, donc celui qui est le père de votre fils, il y a un moment donné une avocate qui dit vous n'allez pas l'emmener au Mali, votre enfant. En gros, l'Afrique, le juge a raison. Pas bien pour élever un enfant. Vous voulez quand même emmener cet enfant au Mali. Quand même. Quelle idée. Si seulement elle connaissait mon Mali. Exactement. Et mon Afrique. Qu'est-ce que vous voulez dire un mot sur cette Afrique-là qui vous habite, cette Afrique-là, depuis si longtemps. Ça n'est pas la boue ne me dérange pas. D'ailleurs, petite, je me rappelle, ça faisait rire mon père. C'est quand j'entendais parler de pays sous-développés, etc., et que j'ai compris qu'il s'agissait de l'Afrique, je lui disais, mais je ne comprends pas ici, il y a le beignet de millet cuit au beurre de karité, de mamanassou qu'on va acheter tous les matins. Oui. Et j'adore qu'on fait le feu avec les restes d'épis de mil après les récoltes, quand on a un peu froid. Oui. Et moi, j'adore. On a torse nu, c'est parce qu'on aime, mais je ne comprends pas. Oui. On n'est pas sous-développé, on mange très bien ici. Et ça faisait rire mon père. Et alors, on va vous voir en tant qu'artiste bientôt? On veut vous recevoir en tant que chanteuse? Eh bien, écoutez, j'espère, parce que pendant longtemps, je n'arrivais plus à chanter ni à jouer de la guitare, etc. J'étais totalement perturbée. Mais c'est vrai que finalement, en reprenant, et puis on se rappelle que voilà, on a été chanteuse un jour et qu'on adore ça quand même. Eh ben, on a hâte de vous entendre chanter à nouveau. Merci beaucoup, Rokia Traoré, d'être venue sur le Journal de l'Afrique. Je rappelle ce livre, Je suis née libre, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont regardés partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Bamako à Bruxelles, en passant par Paris et Rome. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Merci. Les portes s'ouvrent.
C'est quand même incroyable comment ils sont faits. C'est quelque chose de fou. Ça résonne en nous. C'est comme si tu es dans un autre monde. Chaque jour, la culture fait du bruit sur France 24.